bonjour à tous. Il est déjà 12h34. Voilà la liste de nos invités du jour. Jacques Davila, il est avec nous. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être Isma Ogoné en chemin, je ne sais pas. On attendra Marilène Ferdi, chroniqueuse de SCC News, avec comme invité Franck Salin, metteur en scène, réalisateur, journaliste. Il sera aussi avec nous dans un instant. Jean Bureau, membre du comité scientifique de l'AMFJ, sera aussi parmi nous. Et Philippe Kilo, chargé de mission à Transiton Pro, et Pascal Loubert sont nos deux derniers invités. Sinon, l'actualité, eh bien, c'est cette distinction comme docteur honoris causa à monsieur Ralph Ludwig. C'est un, vous le savez peut-être pas, c'est un Allemand qui depuis des années s'intéresse à la langue créole, à telle enseigne qu'il enseigne le créole en Allemagne. Il a reçu donc, il a été récompensé hier pour tous ses travaux. Depuis des années, on l'a connu au GIREC, avec Bernard Berg, Confiant, enfin bref. Il a été avec Hector Poulet aussi, l'auteur d'un dictionnaire créole. C'était hier à l'université de Saint-Claude. Il a reçu sa robe jaune, vous verrez tout à l'heure. Le premier congrès des travailleurs indépendants, d'ailleurs Jacques Davila y était, peut-être qu'il nous dira un petit mot là-dessus, c'était avec Dominique Virassamy, le SNEG, hier au WCTC, et puis ce sera la 17e édition de la Semaine de l'Environnement, et Olivier Félix a suivi les travaux. Voilà un peu ce qui fait le sommaire. Merci d'être avec nous, toujours aussi nombreux le vendredi, le lundi, du vendredi au lundi, du lundi au vendredi. Et Jacques Davila, deux petits mots quand même sur le congrès des indépendants avant de commencer notre séquence sur de l'eau en toute sauce. C'était le premier congrès de toutes les activités individuelles qui existent à la Guadeloupe, depuis des professions de santé, des professions médicales, le cordonnier, la marchande de sorbet, et ainsi avec la possibilité de se réunir, de se retrouver, parce que les indépendants sont partie prenante et prégnante de la communauté, envers qui ils ont des devoirs et des obligations, mais envers qui aussi la communauté a des obligations. Et ce sont des gens qui produisent, qui font partie de l'économie, qui doivent bénéficier aussi des ressources, parce qu'il s'avère qu'ils n'ont pas de retraite conforme pour des raisons qui relèvent de la méconnaissance. Donc le système a l'obligation d'être rappelé à ces réalités pour que le droit des gens soit respecté. Et donc, il a été convenu, et toutes les institutions patronales, institutionnelles, conventionnelles et habituelles ont décidé de faire front uni et commun pour rétablir les gens dans leurs droits. Ça représente un travail de titan comme tout ce qu'il y a à faire chez nous, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas entreprendre. D'accord. Bien, merci. Alors, Ismar, hier, enfin, ça n'a pas lié directement, mais enfin, quand même, il faut parler de ça, puisque le SMAC était en grève depuis pas mal de temps. Grève là, plus ou moins finie, nous trouvons demi-accord. Est-ce que ces jours-là, ça nous peut dire que la situation n'a qu'à améliorer, puisque le SMAC reprend? SMG, oui. SMG, je ne vois pas vite. Problème là, nous pas ni pour perspective d'amélioration. C'est pour une bonne raison expliquer ça, c'est que hérité d'un habitat qui n'est pas bon. Donc, il ne pas prendre pour mesure avant pour te dire, bon, voilà. Bon. Et deuxièmement, pour améliorer cette situation-là, il faut des investissements énormes financièrement. Entre 2 milliards et 3 milliards. Donc, on n'a pas à base de Simone comme ça. Donc, population là, et nous allons bab pour longtemps. Mais nous avons pensé que le combat, nous comme des gens qui comprennent, nous fait ça, il faut. Parce que du fait que c'est des fidèles à capacité de là cassé, quoi, voilà, non. Nous avons un problème pas de production de l'eau, hein. Un problème de distribution à l'eau là. Nous pas de problème à production, nous avons produit trop. Mais le problème là pour qu'on conduit, ouais, c'est ça le problème là. Donc, quand pense que nous avons bas parce que gestion là même, quoi, ouais. Première année là, bon, nous avons un déficit. Mais le problème c'est qui gens on mettre, quelle disposition on prend pour mettre une structure comme ça qui est important. Je suis persuadé que SMG là sont outils qui peut, si vous utilisez bien, peut contribuer au développement de la Guadeloupe. Parce que l'Union on puissance en meilleur. Pour des 180 000 cas, qui a acheté de l'eau en meilleur, vous comprenez ça? C'est incroyable pour une exclusivité là. Donc c'est voir faire ça il faut. Malheureusement, il n'y a pas parti en ce sens là ça. Parce que après quand on parle directeur général des services, on a une vision, on est dépendant.
Parce qu'il faut nous sortir dans le clientélisme, quoi quelqu'un disent, faut sortir dans le favoritisme et sortir dans les gens qui ont gonflé le salaire de façon exorbitante. Parce que là, ben salarial. Ah non, ça c'est excessivement grave. Non sanctionné de ce ou quoi? Parce que ils sont sortis en fait du fait que ou quand sortir dans une structure, ou quand rentrer dans une structure qui est en difficulté, et ou quand augmenter le salaire ou les cadres à parler. C'est inadmissible alors que mon pas ni de l'eau, c'est scandaleux. Donc, en vrai, à part que nous n'y ayons contre le syndicat lui-même, mais ces gestions là, j'ai eu qu'à faire les manœuvres, j'ai les administrations, les politiques à gérer ça. Non. Pourquoi ils n'ont pas opinion au monde qui a une vision qu'on directeur général l'a quitté là? Pour moi, il était contre monsieur, mais c'est en mesure de faire des butins. Mais peut-être comme il parle aux ordres, eh bien, il va y partir. C'est ça qui est grave en Guadeloupe. Mais il n'avait pas non plus l'environnement qu'il fallait, parce que ce n'est pas parce qu'il était directeur général et qu'il avait autour de lui des gens qui relèvent de l'ancien système, donc des anciennes habitudes et des anciennes pratiques, qui n'ont jamais été sanctionnés administrativement, pécuniairement et pénalement à ce jour. Et on se retrouve dans des situations ubuesques. Après 14 mois d'existence légale, vous avez des gens, aucun des agents n'a un contrat en bonne et due forme, alors qu'on a fusionné 5 entités qui chacune avait un directeur des ressources humaines. On n'en trouve pas un parmi les 5 en capacité de faire un contrat correct, conforme à la loi, qui stipulait ceux qui venaient des régies, ceux qui relevaient de la fonction publique et ceux qui allaient d'un privé pour uniformiser tout cela, parce que les gens oublient que c'est une entité qui est inscrite au registre de commerce. Absolument. Donc il y a un code particulier et les gens croient qu'on parle du code de l'eau. Le code de l'eau, c'est complexe. Il y a l'hygiène, il y a la santé, il y a la sécurité civile, il y a les règles techniques, parasismiques, cycloniques, il y a les règles de la concurrence, parce que vous êtes en situation de rente, vous êtes tout seul. Vous avez les codes des marchés publics, parce que vous recevez de l'argent public, donc le public a le droit de regarder, et les citoyens ont le droit de regarder. La preuve, c'est qu'on vous a mis une commission de surveillance qui est au-delà d'une commission consultative des services publics. Donc, il fallait se mettre, et faut se mettre en conformité avec les lois qui nous régissent et qui ont été acceptées. La preuve, c'est que ces gens ont accepté d'être désignés par leur entité pour être membres du comité syndical. Et ce sont surtout ceux qui a de grave. Ils ne peuvent dire qu'ils ignoraient, parce que ce sont ces mêmes maires qui étaient responsables, qui ont créé les mêmes communautés d'agglos, ils ont été incapables, qui ont créé les mêmes communautés de communes, ils ont été incapables, et qui sont partis vers la nouvelle entité qui était une porte de sortie, croyant qu'ils allaient se modifier, qu'ils allaient s'améliorer, s'unir. Et il s'avère que je ne cesse de le dire, et beaucoup partagent mon point de vue, baptiser un âne sans faire un âne baptisé n'en demeure pas moins un âne. Donc, on ne peut pas leur demander de s'améliorer. Ils ne veulent pas, surtout qu'ils n'ont jamais été sanctionnés. Mais l'heure des sanctions va arriver parce que vous autres usagers, vous ne pouvez continuer à être résilients et accepter tout et n'importe quoi. Vous ne savez même pas quelle est la qualité de l'eau que vous buvez. Une catastrophe. Ce n'est pas possible, cela ne peut pas continuer. Là, on parlait des qualités de l'eau là. En tout cas, vous voyez, mon j'étais, ça facile. Si c'est un ministère de la solidarité et de la santé. Et on va regarder communal. On va l'autre jour matin, le 23 septembre, on ça. Quand on voit de la Escherichia coli, bactéries coliformes, on sait des bactéries, comment ça grave? Et en passant, comme on va dire la radio, on ne peut pas abstenir communiquer, ça grave. Hein? Alors, quand vous voyez, côté moi à présent, il y a une maladie, il y a Escherichia coli encore. Bon, c'est ça. Mais le problème là, c'est à de l'eau là, parce que de toute manière, là, l'analyse a sorti. L'analyse a sorti. Mais on va boire de l'eau là, hein? Monica a utilisé de l'eau à robinet là. C'est ça qui est grave. Encore il faut nous bien comprendre ça. Nous, on ne peut pas voir ces gens-là qui prennent, quand on va dire à boire le corps, qui prend un problème là pour dire, bon, c'est pépin nous qui a servi, à part nous dire, oh, c'est Guadeloupéen. Ou nous soutient, mais c'est comme le transport, ou transporter le monde, à part des bêtes, ou quoi transporter, ou quoi prendre des dispositions pour y avoir des conditions décentes pour subvenir. Mais on a de l'eau, on met une vie à monde, santé à monde en danger, on ne peut pas avoir volonté politique là, c'est pour garder dire, et non, nous atteler nous ciblés là ça. Ou on ne peut pas avoir ça. En cas de venir dans même l'entité, c'est ça qu'on va dire, et sans qu'elle contrôle pas le monde.
un peu, c'est tout à fait anormal. La Chambre régionale de compte et cabinet d'Arinok, il a dénoncé le fait qu'ils ont augmenté le salaire, ils ont passé de 73%. Ils ont passé à 73%, mais c'est des salaires énormes déjà qui étaient énormes. Ouais. Mais pourquoi les gens dans les communautés d'agglo en zone là, pas poser des questions là? Parce qu'il y a une droit, une chambre régionale d'interpeller les gens, de poser des problèmes. Parce que la communauté d'agglo là, il a baillé l'argent. Que c'est l'argent, et l'argent nous. La région, le département, c'est eux qui ont financé FCMG là. À part de l'habitant, on veut dire 44 gains, à part de l'argent. Alors que l'État n'a pas en charge et qu'on se retrouve dans une situation ubuesque, anormale. C'est la région et le département auxquels nous contribuons à travers les taxes diverses qui sont prélevées sur nous pour financer les garanties de prêt. Absolument. Parce que ces gens sont en incapacité chronique, j'emploie le terme à dessein, donc c'est la continuation de leurs situations antérieures qui se reproduit à travers le coquinage, parce que le SMJG est une entité de reclassement des copains et des coquins. Alors, est-ce qu'il ne va pas avoir vraiment une reprise en main de l'État de ce SMEAG? L'État est contrainte à cause du gouvernement, parce que le gouvernement c'est une chose, l'État c'est autre chose. L'État a suffisamment, y compris avec l'aide du gouvernement, joué à ce que j'appelle le PDV, pas de vague. Voilà. Nos élus se sont mis dans une démarche avec les agents complices dans ce qu'on appelle l'IBKS. Ils borront ça. Donc il y a eu des connivences et une entente, accord tacite. Aujourd'hui, ça ne peut plus durer parce qu'il y a eu les résultats des élections que nous connaissons tous. Les élections sont terminées, on ne va pas revenir dessus. Mais il s'avère que les représentants, les partenaires, les gens de la majorité au pouvoir et parlementaires et autres sont dans une situation ubuesque. C'est parce que ce ne sont pas les meilleurs d'entre nous. Ce sont les élus que notre minorité s'est choisie. Et il s'avère qu'en tant que maire, ce sont les seuls élus de toute la Guadeloupe où nous avons 75% des stations d'épuration qui dysfonctionnent. Petit-Bourg, Goyave, Lamentin, partout, toute la Guadeloupe, les stations d'épuration, regardez, depuis un mois, plus de 2 semaines que Fiona est passée, aucun élu de la Guadeloupe en charge de l'eau agricole, de l'eau brute, de l'eau potable ne vous parle de l'assainissement, alors que Fiona, si elle a cassé les 40 mètres de réseau, il faut dire que sur le réseau brut, c'est 1000 mm, il y a 190 mètres de cassé. Toutes les stations d'épuration étaient cassées. Vous croyez que la station d'épuration de Rivière-Sans-Elle fonctionne? Vous croyez que celle de Cap-Esther qui ne fonctionnait pas, elle fonctionne? Vous croyez que la Boucan, il y a 2 stations qui dysfonctionnaient, elles se sont mises subitement à marcher correctement? Vous croyez que Morne-à-l'eau fonctionne bien? Vous croyez que Port-Louis fonctionne bien? Non. Donc, il faut bien qu'on en parle. Vous avez découvert le délai anormal qu'on a essayé de corriger en faisant la bactériologie être faite aujourd'hui à Pasteur pour gagner un peu de temps. Maintenant, le moment où Pasteur donne la réponse, qu'elle envoie à la mairie, qu'ils prennent l'arrêté, alors qu'il faut que vous sachiez, je n'ai cesse de vous le dire ici, confirmé par Isbar, que l'article 170-1 du Code de la sécurité civile fait obligation au maire de votre commune d'assurer les mesures conservatoires d'approvisionnement en eau potable pour vous, alors que vous savez tous que même l'eau importée n'a pas la meilleure de potabilité, sans compter toutes les bouteilles en plastique qu'il nous faut détruire. En 2021, nous avons importé 80 millions de bouteilles d'eau. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que nous nous ressaisissions. Il faut nous faire ensemble, il faut nous faire main sur main, toute tête en même chapeau, tout pied en même soulier. Ça ne peut pas continuer une situation telle que celle-là. Nous ne pouvons être complices de notre propre destruction. Ce n'est pas normal, c'est insensé. Un pays dont certains aspirent à domicilier le pouvoir doivent être en capacité de se faire entendre, d'être écoutés, mais d'écouter la population et de satisfaire les désirata corrects de la population. C'est ça la mission d'un dirigeant. Elle n'est pas ailleurs. Alors, encore rappeler, première obligation là, sous les commissions de clauses abusives qu'a dit 18 heures là, première obligation à eux, c'est pas mon de l'eau qui potable à Kazayo. Puisque son service public a de l'eau potable, pas de l'eau, hein, parce que l'homme ne comprend pas servir de l'eau là. Non, c'est un service public de l'eau potable et d'assainissement. C'est de l'eau potable pour Yvan Robinet. Mais premier devoir là, c'est de débat mon de l'eau, hein. Mais nous, on n'a pas ni de l'eau. Alors, nous, scandale à dénoncer, parce qu'on a dénoncé, c'est qu'en fait,
vous savez que Caroline, sans faire publicité, c'est pas le monde. Il a point de l'eau à robinet, il a traité. C'est ça. Il a vendu, il a traité, il a vendu. Mais vous savez, on lit de l'eau en bouteille. C'est près de 500 fois plus cher qu'on lit de l'eau en robinet. Ah oui, c'est pas encore fait calcul là. C'est près de 500 fois plus cher. Caroline, t'installe à Saint-Petit-Bourg. Mon zone n'a pas ni de l'eau. Parce qu'il a pompé toute l'eau là. C'est excessivement grave. Hein. Quantité de l'eau qu'il a prend à de l'eau dans le réseau là, il a prend pour mettre en bouteille machin, il n'a pas ni de l'eau. C'est maintenant que mobiliser mais non combat pour te faire arrêter. Mais il y a une autorisation, c'est ça le problème là. J'ai un problème de l'eau. Mais c'est mon là en zone là petit bois au jour là comme ça, il n'y a pas ni de l'eau à Kazayo. C'est les soirs, non, ou bien les dimanches il y a ni de l'eau. Il y a des mais non combat. Alors, à force de mais donc, il fait les interventions, il déplace le problème là, il va brancher Caroline sur notre monde, mais les autres là, pas faire aussi. Non, je vais juste rectifier. Le problème, c'est qu'il y a une réparation sur le réseau à l'époque, et cela qui pose le problème, la compétence des services anciens qui ont été reconduits à SMG sur un tuyau de 100 mm qui alimentait toute la zone. Le premier des problèmes a été que le certificat de conformité des 2 permis de construire accordés ne sont pas conformes à la réglementation dans la mesure où il devait y avoir une station de pompage pour desservir les 2 lotissements. La station de pompage n'a pas été faite après entre Caroline et l'autre. Donc, l'eau ne peut pas remonter en pression. Ça, c'est le premier point. Il y a une réparation qui s'est faite sur le tuyau entre Caroline et ces 2 lotissements. Il y avait un diamètre de 100 mm. Pour dépanner, ils ont mis un réducteur et posé un 60. Ça se traduit par une réduction de la pression, un affaiblissement de la pression. Tout comme, il faut que vous sachiez, sur les 40 mètres de tuyaux cassés sur le 700, nous nous retrouvons avec une perte de pression de 7 bars, c'est-à-dire 7 kg par centimètre carré. Donc, on est sorti de 12 bars, nous sommes à 5, et que l'espèce de macacruie qu'ils vont faire là, en mettant 2 fois 200 sur un 700, eh ben, ça veut dire que tous ceux qui sont au-dessus du diagramme ABC n'auront pas d'eau par porte de pression. Sans compter, je vous le rappelle, nous avons 100 mètres cubes d'eau potables qui sont rejetés parce qu'ils sont en incapacité de transférer d'un réseau sur l'autre. Personne ne comprend cette anomalie alors que les travaux sont censés avoir été faits il y a plus de 2 ans. Donc il y a une anomalie technique, pas seulement financière dans la facturation comme vous le prévez. Vous avez des gens qui reçoivent des menaces, téléphone, mail, SMS partout alors qu'ils n'ont pas encore reçu leur facture. Vous avez des gens qui ont des chiffres qui dépassent leur compteur alors que les compteurs sont bloqués. Ce matin, j'ai reçu un monsieur qui me dit « Je veux payer, j'ai rien recommandé, voilà la réponse qu'on me dit, on vient s'occuper de vous. » Le compteur du monsieur est bloqué depuis 9 mois. Le monsieur veut payer, il veut être en règle parce qu'il a une activité industrielle. Son compteur est toujours bloqué et il n'a jamais reçu de facture. Ouais. Mais il y a des gens qui ont payé, ils ont fait une toute petite erreur parce qu'on vous impose le destinataire qui est le Trésor à Rennes. Le monsieur a envoyé son chèque et plusieurs personnes à la territorialité, l'agence dont vous relevez. Eh bien, l'agence refuse de prendre l'argent. Donc, alors qu'ils se plaignent de manquer de trésorerie. Ouais. Donc, on se retrouve dans une situation ubuesque. On aurait dit ça à l'image de l'archipel du pays. Terre de haut, pas bien, terre de bas, parce qu'il y a une plus foncée au plus clair qu'il l'autre. Il y a tous les départs d'accord pour bien monter trois rivières, ainsi de suite. Désir à Dien Baba, les bassins François. Et bien, ils sont obligés de faire alliance avec Grand-Bout. Mais mon Grand-Bout, pas bien capacité. Ouais. Non, ça ne peut pas continuer. Tout le monde sur le même territoire, c'est toute tête en même chapeau, tout pied en même soulier. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, sinon, problème pour nous parler aussi qui est important parce que nous confronter à ce problème de l'eau pluviale, de l'eau pluviale. Ah oui, ça. Mais et puis c'est là ça. Alors bon, sinon bien de l'eau là qu'a mélangé et puis de l'eau d'assainissement là, la montagne. Ça tellement gros, il a passé dans le réseau là et il a fait ce à déborder. Donc tout les regards a débordé. Donc comme tout environnement là a pollué parce que de l'eau là comment il fait qu'à rentrer à dedans. Deuxième bitin, c'est que en fait l'aide de l'eau là vous savez, c'est le CMGAG qui est responsable de la gestion, loi 29 avril 2021, il a compétence là. Ça. Donc, ça veut dire qu'il faut y prendre ça parce que c'est arrivé, mon n'a pas de inondé et néé. Comment on veut dire, ça prend on à la légère. Parce que de l'eau là qui a débordé sur tes côtés, de l'eau là ne peut pas passer, etc. Et il a monté.
et non de mon côté nous, on a crié parce que maltraitant monde pas faire rien ba yo. Là où nous avons compétence, faut assumer parce que bon non les autres fait le voilà, tu pas vite. Parce qu'il faut faire. Ou je ne peux pas l'assumer. Je ne peux pas l'assumer. Mais pour le moment, où accepter compétence là, il faut résoudre. Et encore que ça très très important parce que question à l'eau là, Guadeloupe sont en côté la pique à tomber en quantité. Quantité. Et même parfois quand carrément quand la pique à tomber. Parce que c'est un pays à tout. Donc ça veut dire que son on peut programmer, on peut voir ça. Faire les travaux qu'il fait, pour tout le travail qu'il fait pour débloquer en bas, mais surtout pour les canalisations pour collecter de l'eau là. Souvent c'est que c'est de l'eau à la pluie, là, qui a tombé, qui a passé là, dans la voie naturelle là encore. Le problème là, c'est qu'il ne faut pas construire, l'eau pour faire ça, quoi construire dans le passage naturel à de l'eau là. Ça, c'est une catastrophe. Dans des zones rouges, dans le plan local d'urbanisme. Oui, mais c'est mon là. Ça veut dire que la commune n'a pas fait son travail. Voilà. Ouais, ça, très, il n'y a pas eu de sanction, c'est interdit. Isma aussi demain comme même association. Et dimanche. Assemblée générale. Oui, son assemblée générale nous créé en septembre 1er octobre 2011. Ouais. Donc 2021, ça fait 10 ans, nous allons fêter parce que c'est une crise à Covid là, c'est une grande crise à Covid là. Là nous attendons pour faire une grande assemblée générale et dans la salle de fête matin à 10h. Nous puisque son dimanche, nous technique pour aller assez vite et nous profiter de mettre un monde en à l'honneur parce que son vaillant combattant déjà il y a mon lot nous fait surprise là et nous avons invité tout le monde en zone là monde Goyave Petit-Bourg et Lamentin parce que si vous voulez nous faisons un travail conséquent et Petit-Bourg font une équipe de monde vraiment féliciter pour travail qu'on fait et parce que nous tous aussi nous rouler et pour mon avouer parce que son on côté nous combat en permanence bon matin là on fait une intervention pour ouvrir l'eau. Mais en tout moment, on a interpellé et couiller. Alors, tu veux dire, donc, rappeler pour mon tout le monde en zone là. Parce que c'est une salle de fête union limite quand même. La matin, dans le Pointe-Noire, Dehé, Sainte-Rose, la matin, Petit-Bourg Goyave, c'est Assemblée Générale, Association à Défense à l'usage de l'eau azote. C'est vraiment eu conseil. Donc, c'est ça. Donc, dimanche matin, à 10h, à mairie matin. Disait là qu'il est tout le monde qui est rentré à D'accord. Ok. Dernier mot. Donc là, je reviens sur la question quand même de ce qui va se passer dans les jours qui viennent parce que le SME agit financièrement. On n'a pas les moyens. Oui, exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a un gros problème. Il faut savoir apporter les moyens nécessaires. Moins de 2 mois et demi, 2 mois, nous sommes déjà en novembre, donc dans moins de 2 mois, il y a le remboursement des tranches d'emprunt des 50 millions qui ont tombé, dont le département et la région en sont les garants. Donc l'État se trouve dans une situation, il va obligé de faire une acrobatie financière à la limite de la régularité, parce qu'il y a un principe dans la République, on ne finance pas le fonctionnement, on finance l'investissement. Donc ils vont être obligés de refinancer une fois de plus. La région va cautionner, parce que c'est un accord politicien, et on va se retrouver à la case départ, alors que depuis le 1er septembre 2021, nous sommes censés avoir une structure opérationnelle, c'est-à-dire efficace, organisée, ce qui n'est pas le cas. Donc, il est quand même à noter qu'il y a eu un progrès dans la dernière grève qui n'est pas encore terminée. C'est que les syndicats et les cadres ont compris qu'il ne faut pas faire prendre les usagers en otage. Ils n'ont pas fermé les vannes parce qu'à chaque fois qu'ils remettent en pression rapidement, ils cassent le réseau davantage qu'il n'est. Ça, c'est une chose. Merci pour cet aspect, mais ils doivent eux-mêmes se rendre compte que cette situation ne saurait perdurer et il faut y mettre fin. Donc, pour ce faire, il faut que toutes, vous allez dans vos associations, vous cessez de vous taire, vous cessez d'être complice passif et que vous choisissez. Si ça vous plaît comme ça, vous n'avez qu'à nous le dire. C'est tout, on saura quoi faire. Non. Si ça ne vous plaît pas, dites-le, manifestez avec nous pour que nous puissions mener les actions de groupes adéquates. Parce que ce qui va se passer, c'est que la semaine prochaine, l'État, semble-t-il, va signer un protocole d'accord
quasi irrégulier avec le comité syndical du SMGAG, c'est une opération qui ne peut pas fonctionner parce que ça correspond à un tutorat. La manière dont cela va se passer, même dans la coopération, quand l'Afrique de l'Ouest accédait à l'indépendance, nous n'avons pas, nous, Français, les Français, n'ont pas procédé comme ça. Il y a eu un respect à minima de l'accédant à l'indépendance. Hein? Et aujourd'hui, c'est, ma foi, ces messieurs, hein? Comment voulez-vous que des gens qu'on n'a pas sanctionnés, vous pouvez demander de changer leurs habitudes du jour au lendemain, vous ne les avez pas tensés, vous ne les avez pas avertis, vous ne les avez pas formatés, alors qu'ils sont susceptibles pour certains, parce qu'il y a des cadres qui sont compétents, il y a des agents de maîtrise qui ne sont pas compétents, ils ne sont pas tous aussi compétents qu'on l'aurait souhaité, mais il y a des gens qui peuvent s'améliorer par la formation continue, par un encadrement de qualité, et si nous avons un encadrement de qualité, nous allons nous en sortir et rendre cette affaire-là soutenable parce que c'est une rente de situation. Le SMGAG est seul à exploiter un service public. Voilà. Merci, messieurs. On espère bientôt pouvoir faire enfin ce débat. Alors, on ne le fera pas avec des politiques, mais on le fera avec des techniciens. Et je vous invite donc à prendre toutes les dispositions, les contacts nécessaires, ou bien je les prendrai. De manière à ce que nous faisons débat ici, assis pour de l'eau, parce que le monde commande ça. Alors, juste une suggestion. Il m'a été conseillé par ma conseillère technique de ne pas utiliser le terme maire, parce que cela effraie d'aucuns, et de donner notre appellation parce que nos élus ont plusieurs casquettes. Mais bien sûr, mais donc, je sais bien. Il m'avait été dit ce matin, vous pouvez inviter le membre du comité syndical. Voilà. Oui, mais c'est toujours un maire. Il est peut-être maire de la commune. Oui, mais il est maire quand même. Et parce que nous venons d'assister à... C'est un euphémisme qui m'a fait sourire. Le premier adjoint de Sainte-Rose subroge le maire aujourd'hui à la CNBT pour aller représenter la commune au comité syndical. Voilà. Donc, je dis, si nous invitons le subrogé ou le subrogeant... On n'a pas invité le maire. C'est dit. Alors que c'est lui qui sera là en fait. OK, à la semaine prochaine. OK, voilà, d'accord. Revenu sur le plateau du ZCL News, il est exactement 13h et exactement 8 minutes. Marilène Ferdi est là, bonjour. Bonjour, Danick. On va recevoir dans un instant Franck Salin. Tout à fait. Mais avant, on va faire un petit tour dans l'actualité. Hier, c'était donc au campus de Saint-Claude, une distinction qui a été remise au professeur Ralph Ludwig. C'est un Allemand qui, depuis des années, s'intéresse et enseigne le créole et ce qu'on appelait, entre guillemets, autrefois les langues régionales. Mais en fait, il s'est intéressé au dictionnaire créole à l'époque avec Hector Poulet, avec Sylviane Telchid. Il a collaboré aussi au GIREC, au CRILACH. Enfin bref, Ralph Ludwig, il méritait bien ce qui lui a été décerné hier. Il est devenu désormais docteur honoris causa. Reportage, Charlie Dargogna, on regarde. Mais c'est quelque chose d'énorme, de presque incroyable. On est extrêmement fiers de cette collaboration qui dure depuis longtemps avec le professeur Ludwig et qui aujourd'hui est consacrée avec un titre de docteur honoris causa. Donc c'est une grande fierté pour l'Université des Antilles et c'est quelque chose de fondamental pour nous. On commençait les études créoles en moins en 1986 et premier vrai professeur créole en moi, c'était Sylviane Telchid et puis Hector Poulet. Et m'ont rencontré yo en Guadeloupe et yo refusé parler français et puis moi. Par conséquent, on n'a pas l'occasion de parler français et puis yo et nous parler créole. Et après ça, on partit l'armée, et puis les amis marins pêcheurs en moins, ici où il y a la pêche, où il n'y a pas les créoles. Pas possible de parler français, ça n'a pas qu'à exister. C'est qui j'ai dit, un aboutissement à un butin qui commençait longtemps. Parce que la première fois, on voit Ralph, ni 50 ans, on dit comme ça, on ramène à la télévision pour nous voir qu'elle manque à intéresser à créole. Et puis voilà, et nous toujours continuer de travailler comme ça. Et à radio ça, en plus c'est via veille, qu'il c'est via avec moi. À présent, on entend tout bonnement, en là, on cavouait la Guadeloupe.
on qui voit demain la Martinique. On qui est là, et des amis en moins. Et on a pensé à au travail nous fait ensemble, langue là, qui là. On a songé Jean Bernabé, on a songé Jean qui disparaissent, mais qui toujours là. Et puis livre là, et puis ces livres là. Et puis ces messages-là qui est important. Oui, il fallait reconnaître son engagement pour notre langue créole depuis toutes ces décennies et le fait qu'il puisse la faire rayonner dans le monde entier. Ni en bitin qui certains, à présent, ni en Kévoyo, des étudiants en moins qui veillent demain en Martinique, passent au café Ziti Dayo. Maintenant, à présent, en Martinique, il y a étudier proverbes créoles, littérature créole. Le message qu'il faut envoyer, c'est en cas espérer que ça qui permet mon Guadeloupe pas parler créole et ça qui permet langue créole là à être plus loin chaque fois parce que c'est en créole que nous pouvons penser et c'est en créole que nous pouvons faire l'unité à peuple Guadeloupe. Alors, on va savoir si vous remarquez, même si sont allemands et ils parlent créole, quand le Guadeloupéen va réussir à faire, alors on espère que ça qui bat tous les Guadeloupéens force pour parler langue en nous. Et Ludwig, je de là, il y a Martinique et Martinique, ni on causé qui fait encore, et puisque j'ai attrapé titre là, c'est la première fois à l'université Saint-Claude de dénoncer, Baomoun titre là, ça, de docteur Honoris Causa. Et Ludwig était très content. Tenions le parler, on le discours, nous avons l'occasion de venir dans ça. Et voilà, deuxième invité à nous, Jala. En passant aussi, nous comprenons que Marie-Hélène. De toute façon, créole là très présent dans le travail. Donc nous pouvons continuer créole, même si moi, créole là, officiellement terminé, mais nous pouvons parler créole. C'est là dans nous, hein. Nous allons saluer Franck qui nous est là-haut. Eh bien là, bon, ok. Alors, il mettait des roses entrailles. Alors, Marie-Hélène en calé sur vous. Alors, déjà, alors, nous allons lancer. Nous allons envoyer des génériques là quand même. Nous allons envoyer des génériques là et nous allons démarrer. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Eh bien, nous avons un créole. Je là, nous avons souvent monde pour lesquels créole sont langue importante. Mais avant de démarrer, on veut dire merci en pile pour madame, c'est Tina. Vous ne savez pas qui mouni hier. En parcours, c'est Tina, Talé, Franck. Disons, Franck qui top pour Tina, parce que conseil a crié, qui explique nous qu'est Tina. Il y a une deuxième madame, il dit, moi, là, mon devant télé en moins, c'est dénommé Caroline, qui n'a un lien avec Tina. On va même regarder Franck savent de qui il fait. Et puis, il y a une troisième petite madame. Oui, mais déjà, ces deux madames-là, ça a commencé par Tina. On peut dire que si nous avons un monde qui est number one à dans fan club à Franck, c'est bien Mademoiselle Tina. D'accord, nous donnons ça. Allez, va y aller. Alors, ça on peut dire ici, Franck, c'est que Franck, alors, faut nous savoir que son Guadeloupéen, il grandit ici dedans. Et puis, quand tout petit monde, là où vous voyez attraper Bakaï, il est parti en France faire l'étude. Il commençait par faire l'étude des journalistes. Une fois attrapé diplôme à journaliste, il continue à faire l'étude. Il fait un DEA, spécialité esclavage dans les Antilles françaises. Ensuite, Franck, il vient journaliste dans l'eau média, donc RFI, TV5 Monde, RFO, Arte, pour ne citer que cela. Et puis, il y a candidat qui est spécialiste de la Caraïbe et de l'Afrique. Alors, il faut savoir que Franck, c'est avant tout un écrivain qui écrit 3 romans. En réalisateur, il y avait 6 documentaires à Journée de Jodelin qui sortit, mais c'est aussi un metteur en scène et un directeur de troupe. Donc, il y avait des pièces théâtre. Alors, concernant ces romans-là, donc nous ni un premier roman qui est sorti en 2000 à l'Harmattan, c'est Pointe-à-Pitre de Paris. Ensuite, il sortit un deuxième roman, L'homme pas Dieu, en 2012. Alors, le roman-là s'attrapait le prix Carbet des 1001 en 2013. Et puis, un troisième roman qui est écrit en 2017, Le Grand Frisson. Alors, là, quand il prend sous forme pour Bazot à présent, filmographie à M. Franck Salin. Donc, avant filmographie, là, en Tchatchebe a dit que quand même, première pièce théâtrale, il fait en 2017. Non, c'est Baudelaire Mou,
pas loin, en référence à Baudelaire, pas loin. Alors, particularité à pièce là, c'est que c'est première pièce qui est écrite en langue créole et que yo présenté à la Comédie Française. Ça s'orbitait pour tout Jean fait et bien sûr sous-titré en français Basse Moun France là. Donc, Franck, c'est un monde qui est passionné de films documentaires. Il réalise un premier film, L'Appel au tambour, en 2008. Premier film à attraper un prix au FEMI, Festival FEMI, mais aussi été sélectionné pour le FESPACO. Alors, le FESPACO, pour ceux qui ne pas connaître là, c'est Festival Cinéma Ouagadougou au Burkina Faso. Ensuite, en 2013, il fait un deuxième documentaire sur un air de révolte. 3 ans plus tard, il fait Bois d'ébène, qui t'a là aussi été sélectionné pour le FESPACO. Et il fait ensuite, en 2018, 4e documentaire, Des fossiles dans les veines. Et puis en 2020, il sortit 5e documentaire là, que tout le monde connaît, hein, à savoir Camarade Jean. Camarade Jean Kassaye, c'est l'histoire à Louis Théodore, qui, alias Camarade Jean, qui c'est un des représentants, il était là, il était membre fondateur à la création du mouvement indépendantiste guadeloupéen. UPLG. Et en 2021, Franck sortit pièce à les entrailles. Donc, particularisé à pièce là, ça sont pièces qui a joué en un seul acte. Et bien sûr, en langue créole. Et ils sont pièces qui, quand même, inspirées de faits divers, qui ont longtemps tourmenté, chouboula un peu l'esprit à Franck. Donc, il dit nous ça, t'as les qui m'étaient. Mais il y a une particularité à noter dans ces 2 pièces théâtre à Franck là. C'est qu'à pas n'importe qui monde qui était qu'à composer musique. Pour première pièce là, Baudelaire ou pas loin, eh ben c'était au dénommé Franck Nicolas, vous connaissez Franck Nicolas. Jaffinissi, son trompettiste. Eh ben deuxième pièce là, à pas n'importe qui monde, il composait Tala la entrailles. Devinez qui monde composait musique là. Dis-moi. Ben, en grand monsieur à musique, il fait la une d'un journal de référence en matière de jazz. Vous ne pouvez pas trouver après ça. Ah ben là, on va décevoir, mais Dani. Son français, son américain. Mais Dani, quand tu es Guadeloupéen, Dani, mais c'est Dolmen. Mais bien sûr, Arnaud Dolmen composé des musicales. Et là, par contre, c'est une question envie poser Franck, qui j'ai fait passer des journalistes à écrivains, à réalisateur, mais en plus, il a dirigé une troupe de théâtre, qui c'est le Grand Carbet, et metteur en scène. Alors, Franck. Alors, merci pour la présentation là. Déjà pour yon, pas journaliste encore, on était journaliste juste en 2012 et donc en panique de presse encore. Parce que justement, l'année là, ça a décidé ça, et qu'il fait, c'est vraiment la création. C'est-à-dire faire film, continuer à écrire roman, déjà écrit roman, fait pièce théâtre. Donc en 2012, on lagué journalisme là et on décidé travail en moins, métier en moins, c'est la création. Donc à un moment là, ça, en porté manève, et dans ancien travail en moins, nous arrivons à entendre nous, donc l'empathie en technique quand même des quoi. Empathie un problème, on a parlé de l'argent. Et puis, il y a un système aussi en France qui a créé l'intermittence, c'est-à-dire qu'on a travaillé 507 heures, ou payer en pension, qui permet de vous compléter l'argent. On va parler de l'argent parce que dans la création, si on dit qu'on revient souvent, c'est comme qui j'en peut faire vivre de ça, qui j'en peut survivre. Donc d'avoir voilà ni madame et Timoun, on t'a posé moins de questions et on te savent bien quand on t'y est, on te savent que c'est pas là pour moi on t'y aller. Mais on peut te parer parce que on t'a posé moins de questions, est-ce qu'on peut vivre de ça? Et finalement, là, on prend décision là, ça, ben ça marchait parce que ces projets-là, on proposait là, qui pour documentaire, roman, théâtre, mais finalement, ça prend. Et donc, c'est comme ça, on arrive qu'à vivre de ça, jusqu'à la journée aujourd'hui. Mais en fond, à qui en moins, et à l'esprit en moins, on te savent, on te fait pour ça, hein. Mais qu'on en dise autres, en tout cas, demandez-moi, ça peut vivre de ça. Et finalement, c'est possible. Alors, mon question TV posée au Franck,
Donc, moi, suivez-vous sur les réseaux sociaux en 2021. Donc, en voyant un paquet de monde qui a été français gardé avant première heure, moi, j'ai aimé ça, qui gens public français là recevait le fait que pièce là, t'es en créole, sous-titré en français. Est-ce que ça posait un problème? Alors, majorité à ces gens-là qui viennent une vraie pièce là, même en France, c'est antillais, hein, guadeloupéen, martiniquais, haïtien, et donc ils ont qu'à parler créole, ils ont qu'à comprendre créole, même si ils n'ont tout pas à parler, c'est certaines fêtes en France et ça pas toujours évident les fêtes en France, mais en tout cas ils ont qu'à comprendre lui. Mais c'est vrai que ni blanc ni africain aussi qui viennent voir, et pour eux on obligé de faire ce titrage là. Et ça va permettre de rentrer dedans même si on pas parler créole. Donc c'est comme ça ça a marché et juste à la journée aujourd'hui ça a passé très bien. Et puis il faut pas oublier habiter aussi laisse ces comédiens là dans pièce là. Même si vous ne comprenez pas l'anglais bien, mais ça y a joué, c'est qu'on nous regarder un film américain ou japonais, machin, bon, dès nous pas ni temps lit tout ça y a dit, mais à ces gens-là, c'est mon là qui a joué, histoire là nous avons rentré dedans quand même. Et pour que langue créole là, c'est même bitin qui pour tous les autres langues. Hein. Est-ce que vous pouvez dire nous des mots si pièces là, Zantraille? Zantraille, c'est histoire José Marie-Paul. José Marie-Paul, c'est Marie et Madame. Hein. Et José fermé à dans l'asile psychiatrique qui fermé à dans Chamaille et nous passons bien pour qui là mais monsieur font bitin nous comprendre ça et Madame Marie-Paul qui a débarqué et il besoin José expliquer qu'est-ce qu'il fait là pour qui il fait ça parce que ça qu'a travaillé Madame là ça qu'a travaillé Madame Maï il collait aussi contre lui. Et petit à petit, nous avons découvert qu'a José fait. Et alors, on peut pas tout décatement à pièce là, mais José, il fait un bitin qui est très grave. Et comme on t'a dit dans la présentation là, c'est une histoire en étant la radio, ni longtemps, elle était étudiant. Et pendant l'année, on n'est pas arrivé à oublier l'histoire là. Souvent, ça t'est ouvert. Et on dit bon puis sans pas oublier l'histoire là ça qui était très violent une histoire qui fait à nos familles on dit comme ça qui marqué qui fait un bitin veille et c'est comme ça Zantraille vrai jour. Alors nous qu'à voir l'écran pour tous ces téléspectateurs là qu'à voir l'écran ces dates là donc rien pas changé ni à dans ces dates là ni à dans ces lieux là. Signe des modifications, profitez pour dire. Non, rien pas changé. Voilà. C'est du 5 au 20 novembre. Zantraille qui a passé, qui a sillonné la Guadeloupe. Nous avons commencé un week-end là au Memorial Lac. On a profité pour dire ces gens là pour Memorial Lac. Ils ont pu trouver billets en ligne. Il faut jouer là même avant pièce là pour prendre billets à autres parce que j'ai recevoir comme même message. Donc pas ni billets en ligne pour Memorial Lac. Mais pour la restant, ni ça qu'il faut en PCT Mac en télé là. Mais ils peuvent trouver ces billets là en ligne et jouer là même aussi. Ils peuvent venir jouer là même. Mon dernier mot, pour qui mettez Zantraille? Zantraille parce que là, quand on racontait c'est une pièce assez violence en famille et c'est Timoun là qui apprend faire dans ça aussi les violences les violences qu'a fait et Zantraille c'est à songer vente à maman là c'est Timoun là qui sortit en fond Zantraille et qui prend faire dans ça et donc on songeait ça mais en cas profiter pour dire ces moun là en traité soit là ça en genre nous c'est-à-dire nous connaissons nous guadeloupéens même les ni problème mais c'est pas après c'est histoire nous c'est comme ça nous même les ni problème ni rire ni sourire et ni humour parce que c'est comme ça nous même en veiller même dire comme ça même en veiller non pas rien qui bon voilà non pas misère même en veiller nous capotori donc c'est comme ça nous alors bon ben nous qui fin nous arrivons au bout à chronique là. Alors, je vais juste dire une dernière actualité parce qu'en Jacaba, Franck, rendez-vous prochainement pour avant-première, pour film là qui est diffusé en Guadeloupe, pour dernier FIA, 6e documentaire là, à savoir La Terre comme un point. Nous pas parler piste dit ça. Moi, quand attendre, il y a un rendez-vous, on passe à qui temps une intention vient présenter film à aussi. Eh bien, on nous dit en dernière semaine à novembre. Alors, dernière semaine à novembre, nous avons retrouvé Franck, il a présenté nos derniers documentaires là, nous pas dit puisque ça, non ouais, c'est La Terre comme au point, il sorti en 2022. Il fraîche. OK, ben merci Franck de Vignon et puis c'est pas dernière fois. Ah ben, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que pas de problème. Il y a pratiquement
1h25. Nous allons rapidement faire un petit tour dans ça. Je crois que le Congrès des indépendants, travailleurs indépendants, c'était hier au WTC. Olivier Félix est là, nous allons regarder. Décidé aujourd'hui de faire cette journée justement pour mettre en visibilité les chefs d'entreprise indépendants qui ont d'énormes difficultés, mais nous sommes là, nous, l'association Le SNEG, nous sommes là pour les accompagner. Ça m'a vraiment permis d'approfondir mon projet. Voilà, par rapport à mon entreprise. Donc oui, je suis très satisfaite, je suis très contente de l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui. On a effectivement l'habitude d'avoir cette population qui vient vers nous dès qu'on est sur les stands, parce qu'il y a effectivement beaucoup de questions, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Et donc, par rapport au dispositif que nous mettons en place, nous apportons effectivement un soutien à toutes ces entreprises qui sont à la recherche de subventions, d'accompagnement, de conseils également. Les indépendants, c'est une population travailleuse qui est de moins en moins visible, alors que les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises et les réels simplifiés constituent à peu près, grosso modo, pas moins de 20 000 entreprises indépendantes en Guadeloupe. Et nous avons constaté que nous ne sommes pas suffisamment visibles, même si on connaît le SNEG, mais beaucoup de personnes ne savent pas réellement quoi faire. D'autant plus que quand quelqu'un monte une entreprise, sa première difficulté, c'est de trouver le statut. Parce que quand on est indépendant, il faut savoir qu'on peut être auto-entrepreneur, micro-entreprise ou réel simplifié. Quand on passe en SAS, nous sommes déjà en société. Et donc, cette population indépendante subit beaucoup de problèmes. Voilà, il est exactement 13h30. Donc, on a premier au poste, nous avons un premier camp pour là. Et nous allons retrouver nous tout à l'heure avec donc les autres invités, Jean-Yves Duroy qui est avec nous tout à l'heure, Philippe Kilo et Pascal Loubert tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir Jean-Yves Duroy, il n'est pas encore là, mais il sera avec nous dans un instant. Philippe Kilo qui est déjà là et Pascal Loubert, responsable de la mission locale. On va parler tout de suite de cette transition pro. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Alors, il faudra nous expliquer ça parce que les gens qui sont là ont envie de savoir et moi aussi. Ouais. Effectivement, pendant de longues années, presque 40 ans, nous nous sommes appelés le FONGECIF. Oui, justement. Donc ce nom-là, bien sûr, il est entré, avec le temps, il est entré dans les têtes, dans les usages. Il faudra l'oublier maintenant. Il va falloir l'oublier, oui. Il va falloir oublier congé individuel de formation, il va falloir oublier FONGECIF, parce que ça n'existe plus depuis 2020, depuis le 1er janvier 2020. Nous sommes devenus Transition Pro et en devenant Transition Pro, les droits que nous gérons ont changé de nom. D'accord. Les dispositifs ne sont plus les mêmes et puis les missions aussi ont évolué. Donc aujourd'hui, nous sommes principalement, presque exclusivement centré sur la reconversion professionnelle. Carrément. Oui, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient nous voir, il faut qu'il ait en tête qu'il est dans une démarche de reconversion professionnelle. Alors après, il peut être à différents moments de ce parcours, il peut être à différentes étapes, mais tout ça doit le conduire vers une reconversion professionnelle. Donc nous sommes vraiment, l'État nous a spécialisés sur ce champ-là. Et donc, tous nos dispositifs, toutes nos missions tournent autour de ça. Et Madame Loubert, responsable de secteur à la mission locale, vous faites la transition, c'est ça? Oui, nous faisons la transition. Donc, nous sommes opérateurs CEP et nous œuvrons aux côtés de Transition Pro pour mettre en avant tous ces accompagnements et surtout pour notre public, les 16-25 qui ne sont plus scolarisés. Oui. Mais alors, je pose quand même la question, dans un pays où les jeunes sont beaucoup au chômage, on peut leur demander de changer de métier alors qu'ils n'en ont quelquefois pas. Et justement, nous, dans le cadre du CEP, on a ce volet qui permet à un jeune, justement, de travailler sur son parcours et d'aller vers une autre orientation professionnelle. Et la transition permet qu'il puisse s'adapter à son territoire et qu'il aille sur, par exemple, des métiers en tension et qu'il se forme et qu'il attende... C'est surtout la question de la formation qui va se poser en ce moment. Oui, mais il y a des opérateurs, les collectivités qui travaillent sur la question des compétences et de l'entrée en formation et qui travaillent aussi sur les besoins du territoire. Donc il y a de la formation. Après, c'est préparer le public et qu'il soit au fait de ce qu'il a besoin d'acquérir pour pouvoir aller sur les métiers en tension, par exemple.
Oui, et donc pour ça, comment ça s'organise concrètement? C'est-à-dire le jeune qui nous écoute en ce moment, qu'est-ce que vous lui proposez concrètement? Alors, ce qu'on lui propose concrètement, c'est de venir déjà nous rencontrer parce que nous avons une raison d'être qui s'affiche clairement, qui est de nous engager auprès des jeunes dans leur transition professionnelle et sociale, pour qu'ils puissent acquérir bien évidemment tous les éléments pour réaliser leur projet d'avenir et être autonome. Le jeune qui frappe à notre porte, bien sûr, nous allons l'accueillir, nous allons l'écouter et nous allons lui proposer un diagnostic 360. Alors, qu'est-ce que c'est que ce diagnostic 360? Eh bien, on va d'abord l'évaluer, son niveau de savoir de base. On va évaluer ses compétences numériques, ce qui est très important, et aussi ses compétences professionnelles et transversales. Et avec tous ces éléments, il va être confronté au monde de l'entreprise, puisque nous avons un outil pour l'accompagnement des jeunes en milieu professionnel, qui est la période de mise en situation en milieu professionnel, qui lui permet d'aller confronter sa vision de l'emploi ou du secteur d'activité à la réalité. Et quand il revient, ça va nous permettre de valider, quand c'est possible, si on a besoin d'un bilan de compétences aussi, on va y aller. Et à la fin, ça va valider un projet professionnel. Et c'est à ce moment-là que nous allons rentrer sur la question de la recherche de formation et de la recherche de financement de la formation. Et une fois qu'il aura validé ces étapes de mise à niveau de compétences, on va s'attaquer à la question de la recherche d'emploi avec tout ce qu'on connaît comme accompagnement sur la mise en forme du CV, l'évolution du CV, la préparation aux entretiens, la recherche d'emploi et le suivi pendant les 2 premiers mois. Jusqu'à 25 ans, vous avez dit. Jusqu'à 25 ans et dans le cadre du SEJ, jusqu'à 29 ans pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Alors, je reviens vers Philippe Kilo pour nous dire, parce que en fait, la transition pro concerne aussi bien les jeunes que les plus âgés. Oui, je pense que le plus grand intérêt d'avoir institué une journée nationale de la reconversion, c'est de montrer que, en fin de compte, ça s'adresse à tous les publics et à toutes les tranches d'âge. D'accord. C'est-à-dire que cette problématique des jeunes qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de jeunes s'inscrivent dans des cursus scolaires, ou même par la voie de l'apprentissage, puis tout compte fait, ils s'aperçoivent qu'en réalité, c'est pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie, c'est ça qui les intéresse, etc. Donc, à tout moment de sa vie, on peut piloter. À l'autre extrême, on trouve des personnes qui, à l'approche de la retraite, se disent, il y a des activités que je voudrais faire par la retraite que je n'ai pas pu faire pendant que j'étais un salarié. Et donc, je vais m'intéresser et pouvoir enfin exploiter ce champ des compétences que je n'ai pas pu utiliser jusqu'à présent. Et entre les deux, tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie, que l'on soit un cadre, que l'on soit un employé, que l'on soit un indépendant, que l'on soit un travailleur en situation de handicap ou d'inaptitude, toutes ces situations sont créatrices d'évolution, parce que en fin de compte, la reconversion, ça s'inscrit dans l'évolution professionnelle, c'est-à-dire dans tout un continuum. Et à certains moments, ce continuum, il est plutôt sur la reconversion, c'est-à-dire je vais faire autre chose. Il y a des personnes qui évoluent en progressant dans leur métier. Il y en a d'autres qui évoluent en s'intéressant à d'autres métiers, en venant augmenter le champ de leurs compétences pour à la fois proposer une expérience, proposer de la polyvalence, donc on se donne des atouts supplémentaires. Parce qu'autrefois, il y a jusqu'à quelques années, on parlait beaucoup de mobilité. La transition, c'est un euphémisme par rapport à la mobilité. Alors, je crois que derrière le mot transition, d'ailleurs on le voit quand on fait transition entre 2 images, par exemple. Bien sûr. En fin de compte, ce qu'on cherche, c'est à sécuriser. D'accord. Ce qu'on cherche, c'est à faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture. Donc l'idée de transition, c'est que tout se fait d'une manière organisée, j'allais presque dire en douceur, mais bon, ça demande des efforts, ça demande quand même de pouvoir. Mais l'idée, c'est que vraiment, on soit petit à petit dans un système qui favorise la sécurisation des parcours. Plus on va sécuriser les parcours, plus les personnes oseront
oseront franchir le pas. Tout à fait. Parce que si à chaque fois qu'on leur dit, je prends souvent cette image quand je suis avec les personnes, je dis, ce qu'on vous demande, c'est pas de sauter d'un avion sans parachute, c'est de sauter avec 2 parachutes. 2 parachutes. Pour éviter, au cas où vous ayez le premier parachute qui ne fonctionne pas, ben vous en ayez un de secours. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de dire aux gens, faites le kamikaze, démissionnez de votre poste et allez chercher un travail. Oui. C'est une transition, en fait, ça s'organise. Oui, et c'est comme un peu un voyage. Un voyage, je fais des étapes dans mon voyage, j'ai un itinéraire. Pendant 2 jours, je suis à tel endroit, puis 2 jours, je suis à tel endroit. Mais comment je passe du premier endroit au deuxième endroit? Est-ce que j'utilise le train, l'avion, le bateau, je loue une voiture, qu'est-ce que je fais? Donc là, c'est pareil. Est-ce que ça passe par de la formation? Est-ce que ça passe par la création d'une entreprise? Est-ce que ça passe par la mobilité géographique? Est-ce que je vais aller travailler à l'étranger? Est-ce que je vais rester en France? Enfin, il y a tellement de possibilités d'agir qu'en fin de compte, il faut que l'on fasse entendre aux personnes que tout est possible à tous les âges, mais pas n'importe comment. C'est un peu comme en créole, Domino-là, il pas qu'à jouer en pangal. Oui, tout à fait. Pascal Humbert, alors, il y a un rendez-vous pour ça, ces jours-ci? Alors, c'est en permanence chez nous, puisque nous accueillons les jeunes sur nos 32 sites d'accueil. Et cette offre d'accompagnement, elle est là en permanence. Donc, nos conseillers accueillent, informent, orientent, sur accompagnent. Rendez-vous quand même? Sur rendez-vous, mais la première démarche ponctuelle, lors de cette première démarche, le jeune, il a déjà un premier contact avec nos équipes et un premier niveau d'information. Donc, nous sommes aussi sur le service public de l'orientation. Oui. Donc, si quelqu'un qui ne relève pas de notre accompagnement passe, nous avons le devoir de lui donner un premier niveau d'information. Alors, il y a une question, avec ou sans diplôme? Quelle que soit la situation du demandeur ou du salarié, la transition, enfin la reconversion est possible. Oui. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Non, parce que sans diplôme, quelquefois... il y a des personnes qui travaillent sans avoir un diplôme et qui peuvent avoir envie de changer de secteur d'activité ou de métier. Donc là, c'est vrai qu'il faut des fois saisir la chance de pouvoir se former. Donc, si lorsqu'on travaille le projet, l'obligation de formation s'impose, eh bien, nous allons l'accompagner sur la recherche de cette formation et le financement. Je vous remercie. Je me tourne vers M. Duro qui est arrivé, puisqu'on va parler de l'association des managers, pas de lecture publique cette fois, de lecture rapide cette fois-ci. Alors, il y a des défis pour les managers de santé en Guadeloupe, puisqu'il va y avoir une manifestation le 24 et le 25, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est l'association des managers de santé et des cadres, notamment hospitaliers, mais en fait, c'est toute la profession médicale qui est quelque part concernée. Le territoire médical aussi qui est concerné, puisque en fait, on parle des médecins, il y a la relation patient, médecin, hôpital, patient, enfin bref, un environnement spécifique. En fait, l'enjeu de ces journées, c'est pas une première. Je crois que la première édition devait dater de 2012 ou 2013, où effectivement, c'est un rendez-vous annuel qui a été quelque peu estompé ces derniers temps pour les conditions que nous connaissons. Donc, c'est le prochain colloque qui se tiendra effectivement fin novembre et qui permettra de réunir pendant 3 jours, pendant 2 jours, des professionnels du monde hospitalier, des managers qui vont pouvoir se rencontrer, échanger sur les bonnes pratiques et avec l'espoir que chacun puisse repartir avec des clés, des outils pour améliorer leurs pratiques professionnelles et managériales. Et ça va s'organiser autour de tables rondes, c'est bien ça? Alors, il y a 3 tables rondes de prévues qui vont à chaque fois faire intervenir des spécialistes du monde médical, mais avec aussi des regards croisés avec des personnes qui proviennent d'autres corps de métier, à travers effectivement cette question clé qui est posée sur le rôle du manager dans la gestion des crises et le rôle aussi du manager dans les situations de tension. Voilà. Parce que ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure, puisque je vois qu'il y a une table ronde sur le manager expert du changement programmé. Alors, en fait... C'est pas de la transition, mais en fait, c'est du changement programmé. Alors, on se rend compte d'une chose, il y a une chose aujourd'hui qui est devenue sûre, c'est que le changement sera permanent. Oui, apparemment. Voilà. Donc, quelque part, en fait, quand on pose la question,
on n'y répond pas nécessairement déjà d'emblée, mais c'est aussi les professionnels de santé, comme d'autres personnes, en fait, sont tous les jours, on est confrontés, bousculés par un environnement qui change, auquel on doit s'adapter. Donc il y a cette dynamique du changement, la question du changement, et il y a un élément pas aussi sismique des fois du changement qui est la crise. Justement, j'allais dire, et la Guadeloupe, la crise, on connaît. La Guadeloupe, la crise, on connaît, mais justement, quand on parle, on va sortir peut-être de ce contexte-là, justement, on vit dans un territoire où les choses sont précaires, fragiles. Donc on est sur un territoire où, normalement, on avait développé des capacités particulières de résistance ou d'adaptation aux crises. C'est ce qu'on appelle maintenant, avec ce mot très moderne, de résilience. Mais pas au principe. Les Iliens sont des personnes qui devraient être plus résilientes. Avec le temps, on a perdu aussi cette capacité à nous adapter au changement. Le contexte aujourd'hui, qu'il soit technologique, sanitaire ou biologique, nous ramène en permanence à devoir faire face à un imprévu, ça c'est la crise, mais aussi il y a des choses qui sont programmées parce qu'il y a des changements un changement d'organisation, par exemple, ça se programme. Prochainement, par exemple, il va y avoir le passage de la construction du nouvel hôpital. Là, il y a un processus de changement qui est programmé. Il y aura crise et changement. Il peut y avoir crise, il peut y avoir changement, mais si le changement est bien géré, peut-être qu'il n'y aura pas de crise. Mais en fait, si je comprends bien, le manager aujourd'hui, dans le milieu de la santé, c'est quelqu'un qui doit être costaud. Et bien préparé à toutes les éventualités, visiblement. Mais justement, en fait, tout l'enjeu du colloque, pourquoi on parle de ces questions-là, on ne va pas tout dévoiler, mais par exemple, un personnel de santé, on va prendre un médecin anesthésiste ou un chirurgien. Quand il fait une intervention chirurgicale, il peut se trouver confronté à un imprévu. Comment il s'adapte. Ce sont des personnes sur lesquelles repose... je ne suis pas personnel de santé. Donc, je participe aux travaux avec l'association en tant que membre du conseil scientifique pour orienter... Vous êtes modérateur. Et donc là, je serai modérateur. D'autres années, j'ai été intervenant. Là, je suis modérateur. La question qui est fondamentale, c'est que, par exemple, sur ces professions qui sont sur des enjeux vitaux, donc c'est ça qui est intéressant. Parce que beaucoup de gens se disent « Ah, c'est compliqué la vie ». Un médecin, un personnel de santé, c'est la vie qui est en jeu. Une vie, c'est précieux. L'acte doit être précis. L'environnement n'est peut-être pas adapté. Et comment, par rapport à cela, j'arrive à être un professionnel qui préserve l'essentiel. L'essence, donc la vie. Oui, ça demande effectivement, en plus des qualités techniques, des qualités comportementales, des qualités personnelles, émotionnelles, et donc managériales, parce qu'on a l'interaction, pour faire en sorte qu'une équipe médicale fonctionne de A à Z, du brancardier jusqu'au chirurgien, en passant par les aides-soignants, pour qu'on ait effectivement une prise en charge de qualité. Avouez quand même que dans le contexte actuel, c'est pas très évident. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est certainement pas évident. On aura certainement peut-être au travers l'ensemble des professionnels de la Guadeloupe des personnes qui pourraient, pourquoi pas demain, des personnes référentes sur l'art et la manière de dépasser des situations de contrainte. Mais oui, parce que vous savez très bien, il y a eu un incendie à l'hôpital il y a quelques années. Bon, on va vers un nouvel hôpital, mais entre les deux, il y a une situation qui est particulière à Guadeloupe. Je ne parle même pas seulement du problème des suspendus, mais d'une manière générale dans le secteur de la santé, désert médical, faiblesse de moyens, hôpital en déficit. C'est-à-dire que le manager, je veux dire, vraiment, c'est quelqu'un qui il doit affronter toutes ces problématiques et bien gérer les crises. La force, par exemple, d'un manager, qu'on va lui demander quoi? Par exemple, on va parler de la conduite du changement. Souvent, la personne qui conduit le changement a déjà peut-être anticipé, compris les enjeux de la situation de demain. La grande force de bon manager, c'est de pouvoir s'adapter à l'ensemble de ses collaborateurs, à l'ensemble de l'environnement, pour faciliter l'arrivée effectivement à ce résultat souhaité. Par exemple, oui, on vit dans un pays où les choses sont très compliquées, mais moi je suis, alors c'est mon métier de coach qui ressurgit. Oui, bien sûr. Si je me laisse... Vous les accompagner. Oui, si je me laisse en permanence, je ne regarde que le problème, que la situation difficile. Je crois que c'est ici que j'ai dû le dire une fois. Moi, dans la période dans laquelle on a vécu ces derniers temps, en tant que papa, je disais à mes enfants, nous avons un hôpital qui ne fonctionne pas bien,
Je ne disais pas qu'on n'a pas d'hôpital, parce qu'il y a un hôpital, parce que tous les jours, il y a des personnels de santé qui font fi ou qui dépassent les contraintes pour continuer à prendre en charge et assurer des actes de soins de qualité en Guadeloupe. C'est bien ça le problème. Nous, on doit être capable. Donc, eux, ils le font. Par contre, ils doivent être aussi accompagnés. Et il y a un enjeu qui est fort. Certainement que ce territoire redevienne un territoire de confiance médicale, un territoire de confiance sanitaire. L'un des maillons essentiels pour y parvenir, ce sont ces managers, ces cadres hospitaliers qui ont pour fonction, en fait, de faire tenir l'ensemble, même quand tout peut-être va s'effondrer. Parce qu'ils sont à chaque fois orientés vers l'acte fondamental pour préserver la vie. Donc, on va travailler sur l'essentiel. Et quand on dit essentiel, on parle des choses qui fondent chaque personne. C'est vrai que l'environnement est complexe et c'est d'autant plus nécessaire que ces managers et ces cadres, ces personnels de santé puissent bénéficier d'apports entre pairs, d'apports aussi de personnes qui sont extérieures. Par exemple, dans les tables rondes, vous verrez à chaque fois que le conseil scientifique veille à mêler des personnes qui sont issues du milieu hospitalier et des RH, et pas que. Et pas que, par exemple, je vois là qu'il y a le lieutenant-colonel du SDIS, Chipotel, qui était l'un de ceux qui étaient intervenants au moment où il fallait être Madame Mounien du Grand Port. Madame Mounien, qui est DRH du port autonome, parce qu'en fait, dans tous ces métiers, on vit aussi des situations, soit de changement continu, permanent ou prégnant, soit de temps en temps aussi des situations de crise. Vous imaginez le port autonome? Oui. Un problème d'escale peut engendrer pas mal de conséquences sur le territoire local. On le sait, ça. Voilà. On l'a vécu en direct, ça. Et par exemple, on est sur une zone qui est dite Céveso. Oui, tout à fait. Donc, comment, effectivement, en cas de pépin qui va peut-être pas venir de chez moi, mais comment moi, je dois m'organiser autour pour pouvoir assurer la continuité de mon activité. On est encore dans une période cyclonique, on ne sait jamais. Alors, qui est concerné par ces journées annuelles de manière générale? D'une manière générale, on évite... Et la première adresse, en fait, ce sont les personnels de santé du territoire, mais pas que, puisque l'enjeu, effectivement, il y a toujours une ambition d'internationalisation, en tout cas ouvert à la Caraïbe. Il y aura des médecins et des participants qui proviennent d'établissements de santé de Saint-Martin, de la Martinique. Donc, en priorité, effectivement, c'est, en tout cas, en première adresse, les personnels médicaux, mais en fait, toute personne qui serait intéressée par... suivre le colloque et se nourrir des apports qui vont être faits par ces différents experts et professionnels, sont amenés effectivement à contacter l'association dans la réserve effectivement des places disponibles. Mais tout manager pourrait avoir un intérêt, par exemple, à aller se nourrir de ce milieu particulier qui est confronté à la crise. C'est du 24 au 25, donc ça signifie qu'on aura peut-être l'occasion de vous revoir pour en parler. Les inscriptions sont déjà ouvertes? Les inscriptions sont ouvertes depuis un certain temps. On invite effectivement toutes les personnes que ça pourrait intéresser d'aller acquérir quelques outils, clés techniques pour faire face au monde qui bouge et qui change au-delà des crises, à se perfectionner. Et c'est une occasion importante parce qu'un colloque, un séminaire, c'est la possibilité sur notre territoire en fait, de faire des personnes se former, échanger, partager donc, de l'information et donc grandir. C'est tout l'enjeu, effectivement, qui est porté par l'association des managers et des cadres hospitaliers de la Guadeloupe. Au niveau le 24 et le 25, je reviens vers vous avant de terminer. Deux petits mots quand même pour résumer un petit peu, parce que si quelqu'un prenait la discussion en cours, savoir un petit peu... on retient que le FONGICIP n'existe plus. Non. Deuxièmement, que la transition vers le nouveaux emplois s'accompagne maintenant. Et que la mission locale aide... Voilà, donc la mission locale qui est la passerelle entre le monde scolaire et universitaire et le monde de l'entreprise est là pour accompagner tous les jeunes qui ne sont plus scolarisés, qui ne sont plus étudiants et qui a des outils pour pouvoir leur permettre de valider leur projet et d'aller sur un nouveau projet professionnel, d'aller sur les métiers, de s'informer en tout cas sur les métiers en tension et de se préparer à occuper le poste ou le nouveau poste. Je pose quand même la question, est-ce qu'un soignant qui n'est pas aujourd'hui, qui ne travaille pas, peut participer à ce colloque? Je pense que oui. Oui. Puisque toute personne qui non, mais je pose la question. Hein.
Non, je ne pense pas qu'il y ait d'ostracisme particulier. Bon, si vous voulez dire oui. Oui, je voulais dire un mot quand même que la journée de la reconversion, en fin de compte, se déroule sur 2 journées. Oui. Et que Le 8, c'est ça? Le 8 et le 9, et qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés par les partenaires, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans la reconversion professionnelle. Oui. C'est à la fois ceux qui conseillent, donc on appelle les conseillers en évolution professionnelle. Il y a les opérateurs de compétences qui financent les projets des entreprises. Il y a des organismes de formation tels que le CNAM, le GRETA, qui sont des partenaires importants et qui pour permettre aussi de s'engager dans ces projets de reconversion qui passent souvent par de la formation. Il y a des partenaires comme l'APEC qui pose la problématique des cadres. Et les cadres, il y a une problématique entre le recrutement local et le recrutement exogène. Externe. Donc, toutes ces problématiques pour montrer que oui, même des cadres ont des possibilités d'action, des possibilités d'agir sur un territoire, que ça peut être aussi un territoire attractif pour un cadre. Et donc, il y a vraiment un ensemble de partenaires. Il y a bien sûr le rectorat aussi, à travers le GIP Défi, le DAVA. Là, on n'a pas parlé de la validation des acquis. Justement, le VAE, il y a la validation des acquis. Tout à l'heure, on parlait de jeunes qui commencent à travailler, qui en fin de compte n'a ni expérience ni diplôme. Cette première expérience dans son parcours, c'est quelle première étape il pourrait envisager? Par exemple, 1 an d'expérience suffit à valider des acquis dorénavant, depuis la loi de 2017. Donc, en fin de compte, on voit bien que toute expérience est génératrice déjà de compétences, de savoir-faire, et en même temps de possibilité de poser une marche pour continuer à avancer, même si ce n'est pas dans la même direction, si c'est dans une autre direction, mais il n'empêche qu'en étant passé par cette expérience, je me suis donné des armes pour m'aguerrir, pour aussi savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et parce que ça aussi, c'est important de savoir ce que l'on est et ce que l'on veut d'une vie professionnelle, et tout ce que ça engendre sur la vie personnelle aussi, sur la réussite de la vie personnelle. J'ai presque envie de dire au Philippe que vous êtes un exemple particulier. Bon, enfin, on va partir en Slovène. Voilà. Un dernier point sur l'actualité, 17e édition de la Semaine de l'Environnement. Reportage Olivier Félix, on regarde. L'événement, il repart de plus belle, oui. C'est-à-dire que les associations, ça fait déjà un petit moment qu'on leur dit, oui, non, on va la faire, et puis après, on peut plus la faire, etc. Donc là, ils étaient super contents, et on a voulu aller jusqu'au bout cette année, même si c'était un peu compliqué, mais il fallait que les associations soient mises en avant, toutes les associations de la protection de l'environnement, etc., et qu'ils puissent enfin montrer les projets qu'ils ont, expliquer comment protéger, je veux dire, par exemple, les espèces emblématiques de la Guadeloupe, etc. Je veux dire, ils ont un rôle important. On a retenu le thème du tri des déchets, qui est un thème crucial en Guadeloupe. Comme vous le savez, on retrouve énormément de déchets dans le milieu naturel, que ce soit en rivière, dans les mangroves, sur les plages ou encore en mer. C'est quand même dommage. On a tous des poubelles, normalement, chez soi. Et c'est là, comme disaient les enfants, qu'on doit retrouver les déchets et les trier correctement, puisque les plateformes de tri existent. On a aussi la thématique du jardin créole, et les enfants nous ont expliqué que le jardin créole existe depuis les Amérindiens. Donc c'est quand même important de retourner à nos sources et de suivre les anciens. Nos arrière-grands-parents, les grands-parents guadeloupéens avaient leur propre jardin et se nourrissaient simplement. Voilà, ils avaient quelques pas à faire, ils avaient leurs propres légumes, leurs propres fruits, et ils avaient aussi toutes les plantes médicinales à portée de main. Les enfants travaillaient sur un projet, sur un thème qu'ils avaient choisi. Alors bien sûr, les tout petits, ils aiment bien la protection des baleines, des cétacés, etc. Donc ils travaillent sur ce genre de projet-là. Mais oui, c'est les premiers ambassadeurs. Je veux dire, un enfant qui est sensibilisé le plus tôt sera le mieux. Et donc en fait, je dirais que la nouvelle génération, elle va nous dire mais qu'est-ce que vous avez fait ? Voilà. Bien, je vais rappeler simplement, puisqu'il est 14h, que nous avons reçu en début du ZCL
comme tous les vendredis, Jacques Davila et Isma Ogonem pour faire le point sur la question de l'eau, avec toutes les difficultés qu'on connaît en ce moment. D'où là pour couler de tous côtés, c'est pas encore de même. Marilène Ferdi a invité Jacques Salin. Jacques Salin, c'est un jeune Guadeloupéen qui vit à l'extérieur, mais qui vient de faire présenter une pièce qui s'appelle Les Entrailles, qui sera en circuit en Guadeloupe du sec au 20 dans différentes salles, notamment demain soir au MAC, demain soir et dimanche. Jean Bureau est encore avec nous pour parler de ces journées des managers dans le domaine hospitalier de la santé, 24 et 25. Et puis on a fini avec Philippe Kilo, pas Dilo. Et Pascal Loubert, on a parlé de transition et c'est très important justement pour les jeunes et les gens qui nous voient. Juste une question comme ça, le speed dating, ça n'existe plus pour vous? Tout à fait, nous avons diverses manifestations et bientôt sur la commune de Morne-à-l'Eau, nous avons jeudi de l'alternance où il y aura un job dating avec des entreprises qui ont des offres à pourvoir. Voilà, sinon, dans l'information, hier, c'était, on veut dire, au campus de Saint-Claude, monsieur Ralph Ludwig, qui est un Allemand, et qui a parlé créole aussi bien qu'ils autres, qui vous et moi. Il a reçu le titre de docteur honoris causa par l'Université de la Guadeloupe. Puis ça fait des années que ce monsieur s'intéresse à la langue créole. Il a participé au dictionnaire créole d'Hector Poulet de Sylvain Telsi. Il a écrit de nombreux ouvrages. Il enseigne en Allemagne. Et il nous a dit, même dans une interview, que beaucoup de jeunes Allemands aujourd'hui parlent créole comme lui. Ces autres-là, étant donné qu'ils parlent créole aussi bien qu'ils vont. Le premier congrès des travailleurs indépendants, c'était hier au World Trade Center. On a terminé avec la semaine de l'environnement. On vous dit merci. La réalisation a été faite par Yann. On se retrouve lundi pour une nouvelle série du ZCL du lundi au vendredi de 12h30 à 14h. Merci. Ciao et bon week-end à vous tous.